Est-ce que les prix peuvent repartir à la hausse en France? Techniquement, oui, ils pourraient. Si les taux se dépêchent de redescendre là où ils sont, si le marché de l'emploi reste très solide, avec des si, tout peut bien se passer. L'Espagne, déjà, il y a des rentabilités moyennes sur l'Espagne qui sont en moyenne 50% supérieures à la France. L'an dernier, on a fait 10% de hausse des prix en un an. Madrid et Barcelone sont à 5-6 000 euros le mètre carré. Valence est à 2005. Prix 2 fois moins élevé et rentabilité 2 fois plus élevée. Bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entreprises et aux entrepreneurs qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, crowdfunding, tokenisation, travaux, mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour connaître leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif sous 2 formats. Un accompagnement en 8 sessions, on vous prend par la main pour investir, ou sinon de manière clé en main où on recherche le bien, on fait les travaux, on meuble et on gère pour vous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leurs craintes, leurs peurs, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-nous dans cette conversation. Bonjour à tous, mais je suis en présence de Geoffroy Reiser. On dit comme ça, Geoffroy? Ouais, maintenant que tu as le prénom correct, le nom de famille est parfait. Et comment on le dit en espagnol? Reiser? Alors, déjà sur le prénom en général, Geoffroy, ça marche pas. Reiser, c'est pas mieux. Donc en fait, il faut trouver un prénom espagnol et un nom de famille espagnol, sinon ça va pas. Et oui. Non, mais voilà, parce qu'en fait, j'ai voulu recevoir Geoffroy. Parce qu'en fait, Geoffroy a quand même un parcours pas atypique, mais c'est vrai que il a fait partie d'une des startups qu'on a, qui était donc on peut le dire concurrente à Green Living pour laquelle on exerce, mais qui était hors sol. C'est un peu il y avait plein de superlatifs pendant pas mal de temps, mais en tout cas, toi tu t'occupais de la verticale de suite d'ailleurs de la partie on va dire hors marché français, puisque tu étais la tête de gondole, on va dire le directeur, je pense d'Espagne, et maintenant tu as la verticale Terrata Spain, comment tu dis? Terrata Spanish, Terrata Frances, comment tu... Je vais t'expliquer ça, mais oui, alors, donc chez Mastéos, effectivement, en fait, la Mastéos a été une aventure vraiment très belle avec une croissance qui était fulgurante, parce qu'on on a quand même monté jusqu'à 500, quasiment 500 employés. Ouais. Et en image de marque, etc., il y a vraiment des très belles choses qui avaient été faites. Et ça, c'est vrai qu'autant l'équipe branding, communication, marketing, et puis même après les investissements et le soin qui était apporté à la marque était vraiment important. Ah non, non, mais moi je te le dis, c'était très très fort. D'un point de vue extérieur, nous, petite marque de notre petit village d'irréductible gaulois, il est vrai que le branding était fantastique. Mais bon, on va y revenir ou pas. Et la partie internationale, effectivement, en fait, si tu veux, pour la petite histoire, on a attaqué la partie internationale à partir du moment où il y a eu la première levée de fonds importante, qui était une levée de fonds de 15 millions. Et après ça, on a ouvert la Belgique et l'Espagne. Et effectivement, moi, je m'occupais de cette partie-là, expansion. D'accord, même des autres pays. Ouais, Belgique, Espagne. Et si tu veux, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment créer le leader de l'investissement locatif en Europe. Alors évidemment, comme tu le sais, on n'a pas réussi à faire mais ça. est-ce que c'est... Mastéos existe toujours, hein. Mastéos existe toujours et il a été repris par Novaxia. Et il n'est pas dit qu'un jour ou l'autre, ça reparte pas dans ce sens-là. Et en tout cas, pour revenir là-dessus, le jour où finalement il y a eu des difficultés côté Mastéos, en Espagne, on avait vraiment une équipe qui était très bonne. Alors c'était le cas aussi en Belgique, on avait une très bonne équipe. Mais la Belgique avait souffert plutôt du fait que le groupe Mastéos, si tu veux, n'aille pas bien à ce moment-là. Et on avait déjà dû arrêter la Belgique. Et l'Espagne, au moment où il s'est agi de faire à peu près la même chose, il se trouve que comme moi, j'ai 3 appartements invest locatifs en Espagne et que j'adore l'Espagne, et qu'on avait une équipe aussi avec qui on avait des affinités particulières qui nous donnaient envie de continuer l'aventure, on a décidé de créer une nouvelle marque, une nouvelle entreprise pour continuer et pas tout jeter à la poubelle. Parce que ça fait vraiment mal au cœur. Des choses à la poubelle, surtout quand tu as créé une bonne équipe et que tu veux la garder et pérenniser l'affaire. Bon, ok, mais on va y revenir. Mais Geoffroy, d'où tu viens toi? Parce que en fait, attends, alors, je vais te faire l'énoncé, je vais quand même t'introduire parce que là on a fait quand même une petite intro de suite. Mais quand même, Geoffroy, moi, pourquoi j'ai voulu te recevoir, c'est parce que bon, je t'ai vu déjà chez Mastéos que tu faisais l'expansion, ça c'est le premier point. Et la deuxième, c'est que moi je m'intéresse à l'immobilier au sens général et j'aime aussi aller découvrir, du coup, ce qui se fait de l'immobilier aussi à travers l'Europe, parce que on est très nous Français, on croit qu'on a, alors peut-être que tu vas me le dire, mais on est peut-être le meilleur pays du monde pour investir, mais
peut-être oui ou non, et ça se débat, mais peut-être que dans d'autres pays, il y a d'autres caractéristiques, d'autres avantages. Et moi, j'ai envie de donner à l'audience, il n'y a pas que peut-être la France, il y a peut-être aussi d'investir en premier en France, en Espagne en premier, ou ensuite et vice-versa, tu vois. Donc, mais déjà, qu'est-ce qui t'a amené, toi, avant d'arriver à Mastéos? Qu'est-ce que tu as fait avant? Pourquoi t'es arrivé à l'investissement immobilier? Alors, je suis très content que tu me poses cette question, parce que c'est vrai que, et en fait, c'est un peu un hasard, mais moi, pendant quasiment 10 ans, j'ai déjà été dans l'immobilier. Donc, en fait, si tu veux, j'ai fait une école de commerce, enfin, un peu le parcours classique, entre guillemets, de prépa HEC et puis école de commerce. C'est ça, l'EM Lyon. Et je me spécialisais en finance d'entreprise. Et un peu par hasard, après avoir fait un stage d'audit financier chez EY, donc vraiment très très loin de l'immobilier, très loin de la start-up, etc. à ce moment-là, j'ai cherché une aventure en start-up. Ça, c'est en 2013. Ah oui. Non. Et en 2013, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Properstar List Globally. T'as 2 noms différents. D'accord. C'est la même chose que SoLoger et Le Bon Coin, mais pour le marketing international des annonces. Donc du coup, déjà, de 2013 jusqu'à 2020, j'étais dans le monde des portails immobiliers et des agences immobilières, mais en étant sur du SaaS. Donc le modèle économique, c'est un agent immobilier paye un abonnement mensuel pour diffuser à l'international ses annonces, parce qu'en local, il le fait déjà via SoLoger, Le Bon Coin, donc c'est pas la souffrance. La souffrance, c'est comment je touche des Chinois, des Américains, etc. Donc, j'étais dans l'immobilier sans être dans le transactionnel immobilier, en étant plutôt dans du software autour de l'immobilier. Ok. Et en étant dans cette entreprise, en la développant, j'ai rejoint, on était 7, et moi j'étais stagiaire, et je suis parti quasiment tout de suite à Shanghai en stage. Et quand je suis parti, j'étais directeur Europe et on était 150 employés, et on avait vraiment créé une belle boîte. Et entre-temps, j'avais fait des invests locatifs, parce que du coup, toujours pareil, au bout d'un moment, tu te poses la question de l'investissement assez tôt. Et moi, j'ai acheté mon premier appart. Alors, pas à Montpellier, mais la plus belle ville de France. Pas dans la plus belle ville de France, mais dans les 2e et 3e plus belles villes. J'ai fait Lyon, Marseille, et entre-temps, j'ai aussi fait de l'Espagne, où j'ai fait Valence dès 2018. Et après, j'ai refait Valence en 2021 et j'ai refait Valence en 2023. Et en fait, j'aimerais bien acheter encore plus d'appartements à Valence, mais en Espagne de manière plus générale. Après, je suis tombé amoureux de Valence, donc non, j'ai fini par concentrer mes investissements dans une ville. Mais j'étais devenu amoureux, comme tu vois, de l'investissement à titre personnel. Donc quand Mastéos est arrivé, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en 2020-2021, quand Mastéos est arrivé comme une flèche et comme une bombe. Comme une bombe. À ce moment-là, tous les portails immobiliers, donc SoLoger, Le Bon Coin, alors peut-être pas Le Bon Coin, mais en tout cas SoLoger et quasiment tous les portails en Europe, cherchaient à se rapprocher du transactionnel. Ils voulaient arriver à gagner un pourcentage de la commission immobilière, à l'achat, à la vente, ils savaient pas exactement comment. Et d'ailleurs, peut-être que Meilleurs Agents avaient été rachetés par le groupe Aviv. Par Aviv. Et en fait, le but, c'était que Meilleurs Agents, ils arrivaient, côté vendeur en tout cas, à arriver à être très proche de ce qu'on pourrait dire un partage de commission en ayant un modèle lead vendeur. Mais d'ailleurs, je crois que le groupe SoLoger n'était pas actionnaire de Mastéos, non? Ah, ok. Ça a pas été le cas, ou alors en tout cas pas. Non, ils avaient fait un partenariat avec Beanstalk par contre. D'accord, ok, je savais pas. Okay. Mais oui, effectivement, à un moment donné, on avait aussi discuté avec le groupe SoLoger pour créer la section investir sur SoLoger, faire des choses ensemble autour de ça. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que quand j'ai vu Mastéos arriver, je me suis dit, en fait, les portails immobiliers, donc le monde dans lequel j'étais, essayaient de se rapprocher de ça, et eux, sur une verticale, l'investissement locatif, ils arrivaient à monétiser chaque transaction et à faire quelque chose de très intéressant que beaucoup de gros déjà établis n'arrivaient pas à faire. Et évidemment, la rapidité d'exécution et la vision d'être le leader européen m'a intéressé, parce que moi, avant, chez Properstar et List Globally, j'avais ouvert des équipes d'à chaque fois à peu près 10 personnes dans plusieurs pays d'Europe, et on arrivait à gagner de l'argent dans 50 pays quand même. Ouais, mais alors, je sais pas si on va se rejoindre sur ça, Geoffroy, mais moi j'ai vu en fait le modèle Mastéos arriver, où j'ai de suite pensé que le modèle immobilier dans l'investissement locatif allait être difficilement scalable. Parce que moi, ma timeline, ce que j'ai adoré chez Mastéos, moi je vais te le dire, ce que j'ai adoré, c'est le branding. Franchement, je suis amoureux des belles marques.
Je pense, je trouve qu'ils ont fait un travail fantastique de démocratisation, même s'il y avait des concurrents, des majors, tout ça. Pour moi, ils avaient cassé le game du particulier. Comment te dire, pour moi, ils avaient cassé le game tu sors un peu de la sphère YouTube, tu sors de la sphère un peu réseaux sociaux. On va les citer, tu as des marques comme Investissement Locatif, tu as des bivouacs, des gens qui étaient installés là depuis, on va dire, 4, 5, 10 ans, on va dire, qui étaient dans une sphère un peu réseaux sociaux. Mais eux, maintenant, sont arrivés, ils sont passés sur M6, ils ont cassé le game, ce fameux plafond de verre que tout YouTuber veut, c'est-à-dire de toucher le B2C, mais de masse. Et je trouve qu'ils avaient cassé ça. Mais pour moi, je me suis dit à un moment donné, c'est comment dire, soit ils cassent le truc, ils arrivent, et je ne savais pas comment parce que je suis pas expert de ça, mais pour moi, c'était plutôt un business duplicable que scalable. Parce que l'immobilier est duplicable. L'immobilier est pas scalable. Donc, en fait, je sais pas si tu partages ça, mais j'aimerais bien avoir ton avis. En fait, je te rejoins sur en tout cas sur beaucoup d'éléments. Donc, créer une belle marque qui ensuite peut scaler, c'est déjà créer une marque qui peut parler à beaucoup de gens sur une proposition de valeur qui peut être adoptée par différentes classes d'âge aussi. Mais c'est vrai que ça a été Maxime, qui était un des deux fondateurs avec Thierry. Il y avait Thierry qui était justement vraiment très... Maxime Anquier, je crois que c'est lui. Maxime Anquier et Thierry Vignal. Et en fait, Maxime est très très fort sur à la fois la partie l'attention à la marque, etc. Alors pas tout seul évidemment, avec une équipe très bonne. Je te raccrocher ça. Avec une très bonne équipe en brand et communication et marketing qu'il a créé autour de lui. Et sur la partie scaling, donc justement le fait d'être en fait un ingénieur de la croissance. Et sur la partie image de marque, et en fait les deux, c'était le seul moyen de tout cartonner, c'était d'arriver à allier les deux. Sur la partie communication, relations presse, capacité à justement élever des fonds et en même temps aller représenter la marque, là-dessus Thierry était très fort. Ça, c'est sûr. Le combo des deux, ils ont vraiment réussi à créer quelque chose d'extraordinaire. Pas tout seul, mais c'est vrai que leur talent et leur capacité à s'entourer a fait qu'ils ont réussi à scaler la chose. Alors, sur la scalabilité du modèle, là où je te rejoins que partiellement, c'est que je suis profondément convaincu du fait qu'il y a quand même quelque chose à faire. Le modèle qui a été utilisé n'était pas le bon, notamment le fait de CDIser peut-être beaucoup trop sur un secteur en cas de retournement de cycle, en particulier en France, en particulier dans un pays dans lequel il est très difficile de réduire la voilure rapidement. C'est là où ça peut te tuer rapidement. Et c'est ça en fait qui s'est passé pour nous. Mais sur le modèle en tant que tel et sur la capacité de scaler, même dans l'immobilier, elle est réelle. Simplement, elle est réelle sur des modèles à la mandataire, justement, un modèle mandataire. Et c'est d'ailleurs un pivot qu'on a essayé de faire et on a vraiment tout donné pour réussir ce pivot. Et simplement, en termes de timing, il faut plus de temps que ce qu'on avait pour réussir ce pivot-là. Mais c'est jouable. Et même sur les travaux, on peut créer des modèles qui sont scalables sur les travaux aussi. Mais, et ça après, c'est une différence d'opinion personnelle ou je pense que tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Moi, je suis persuadé que le seul moyen de scaler les travaux, c'est en mode assistance en maîtrise d'ouvrage, mais surtout pas contractant général. Donc ça, c'est pareil, c'est des erreurs où... Pourquoi contractant général, on est responsable légal ou responsable à hauteur de la totalité du projet. Et donc, sur une volumétrie importante, ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, s'il y a des conflits ou des choses comme ça, on a une responsabilité globale sur le projet. Donc, il faut assumer typiquement des indemnités clients, des choses comme ça. L'assistance en maîtrise d'ouvrage, on est un pas en arrière sur de la gestion de projet. Et donc, la responsabilité, c'est la responsabilité du contractant général, pourvu que le client signe en direct avec le contractant général. Et je te dis, il faut qu'il signe en direct avec l'entreprise. Il faut qu'il signe en direct avec l'entreprise. Mais du coup, la responsabilité suit l'argent, donc il faut pas, sur les choses qui ne sont pas du tout scalables, il faut pas se rendre responsable. Et typiquement, les travaux, malheureusement, c'est un sujet sur lequel il y aura toujours un chantier sur X pour arriver à faire en sorte que ce X soit le plus élevé possible, que ce soit 1 sur 100 et non pas 1 sur 5. C'est justement là où il faut arriver à le minimiser, mais il y aura toujours des problèmes. Sur certains chantiers, il y aura toujours des problèmes. Parce que la différence entre AMO et contractant, c'est quand même une histoire pour moi, il y en a une, c'est la responsabilité. C'est essentiellement ça, Parce que dans les faits, tu suis des travaux,
tu fais des recommandations, c'est toi qui Ouais. sélectionnes les boîtes. J'ai envie de te dire, Mais il y en a un qui est plus du conseil et de la gestion de projet, et l'autre où on a la responsabilité totale parce qu'on a encaissé la totalité de l'argent. Ouais. Et du coup, moi, la seule chose, c'est effectivement, c'est pour ça que c'est un modèle qui est très compliqué à scaler parce qu'en fait, si jamais, admettons, donc sur toi, puisque tu es exactement dans ce secteur-là, Ouais. admettons que demain, tu es 30 chantiers à gérer à Metz, parce que vous commencez à cartonner à Metz. Ouais. Si tu as 30 chantiers en parallèle, que tu as le malheur de travailler sur 10 de ces 30 chantiers avec une entreprise, et que cette entreprise-là fait faillite, par exemple, Tout à fait. Ouais. là, t'es mal. Et donc, Ouais. en fait, tu es obligé de mettre en place des règles de, OK, diversification et maximum de chantiers par entreprise, etc. Exact. Ces règles, c'est facile de les conceptualiser, de les théoriser. Ouais. C'est difficile de le mettre en pratique parce que si à un moment donné, tu as une hypercroissance sur une ville donnée, tu auras tendance, et c'est humain et naturel et compréhensible, à travailler avec une entreprise avec qui ça se passe bien jusque-là. Ouais, exact. Ouais. Le problème, c'est le jusque-là. C'est que cette Ouais. entreprise qui jusque-là, elle est très bien, peut très bien partir en faillite du jour au lendemain pour des raisons. Mais tu vois, moi, je pensais qu'à un moment donné, vous alliez vous franchiser avec la marque que vous aviez créée. Je me suis dit, c'est peut-être un modèle sur lequel qui est. Moi, j'adore le modèle de la franchise. J'ai eu travailler dans mes aventures passées en tant que salarié dans des modèles franchise. J'ai trouvé. C'est d'ailleurs, je crois que c'est que français franchise. Je crois. Et après, t'as des master franchise, mais non, c'est européen. Non, franchise, au contraire, les rois de la franchise, c'est les Américains. Ah oui, pardon, moi je dis n'importe quoi. Tu as raison, effectivement. Oui. Et même en Espagne, tu vois, par exemple, sur ces marchés-là, en Espagne, le marché immobilier de la marque immobilière est très, très développé sur la franchise. D'accord. Très peu développé sur le mandataire. D'accord. Mais après, c'est différent le modèle américain parce que de mémoire, tu as peut-être, à mon avis, tu es peut-être plus expert que moi, mais il y a toujours un agent immobilier côté acheteur, côté vendeur. Donc ça, c'est. Mais j'ai l'impression qu'en France, tu vois, c'est bien peut-être d'avoir aussi ton avis, mais j'ai l'impression qu'en France, culturellement, depuis, je sais pas, depuis la nuit des temps, tu as des agences immobilières qui travaillent le vendeur et qui te disent qu'ils travaillent l'acheteur. Mais honnêtement, si les chasseurs immobiliers ne seraient pas nés, si les agents immobiliers, travaillaient les deux autant qu'ils travaillent le vendeur. Et j'ai l'impression que tout le monde dit on s'américanise. Peut-être, mais moi je vois pas trop arriver l'américanisation quand même de l'immobilier. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si on va y arriver culturellement. Pour le coup, tu sais, les États-Unis, c'est encore un autre continent, un pays qui souvent est en décalage temporel avec nous sur certains sujets. Mais en allant moins loin, on a quand même un marché comme l'Allemagne, où il y a plusieurs régions dans lesquelles c'est aussi agent acheteur, agent vendeur. Ah, je savais pas ça. Ok. Ouais. Et la structure du marché immobilier allemand, alors c'est pas le cas partout parce que ils sont un petit peu comme en Espagne sur ça. Il me semble en tout cas, sauf erreur, qu'ils sont régionalisés sur pas mal de choses, mais que tu as globalement 3,5% pour l'agent vendeur, 3,5% pour l'agent acheteur, et que c'est splitté de cette manière-là, de manière assez fréquente. Et c'est fluide? C'est-à-dire les transactions sont fluides? C'est-à-dire ça va vite? Ça... Moi, j'ai jamais... je savais pas. Même si je m'appelle Reiser, j'ai jamais vécu en Allemagne, donc ça paraît probable. Je saurais pas dire oui ou non, mais en tout cas, je sais que le marché est structuré comme ça. Ouais. Et en fait, tu as des différences culturelles sur l'agent immobilier. Effectivement, nous, on a un modèle dans lequel tu as l'agent immobilier vendeur, mais les chasseurs immobiliers prennent de plus en plus de place pour finalement arriver à reproduire ce fameux buyer's agent, seller's agent du modèle américain. Dans les autres pays, ça peut se passer plus ou moins en fonction des pays. Mais il y a des différences énormes entre les pays, ne serait-ce que européens, sur ce genre de thématique-là. Donc, je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est culturel. À partir du moment où c'est comme ça que le marché fonctionne, ça met du temps de l'adapter. Et croire que l'agent immobilier vendeur est là pour aider à négocier le meilleur prix pour l'acheteur, c'est un mythe absolu et total. Donc, c'est vrai que le chasseur immobilier, heureusement aujourd'hui, ou l'agent immobilier acheteur, peut-être qu'un jour on l'appellera enfin agent immobilier acheteur et non pas chasseur immobilier. L'agent immobilier acheteur, à mon avis, il a des parts de marché à prendre. Parce qu'il y a des boîtes qui se sont lancées en tant que chasseur immobilier. Alors, chasseur immobilier dans l'investissement locatif, j'ai l'impression que il y a plus de sens. Parce que on parle business, le client vient te voir, tu vas défendre sa pomme, tu vas défendre son investissement, défendre son rendement, donc il y a un peu plus de sens. Mais chasseur immobilier en résidence principale, donc il y a des boîtes, notamment dans les grandes villes, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez difficile quand même de percer, ou en tout cas, alors que c'est carrément agent immobilier côté acheteur. Je veux dire, mais j'ai du mal,
je parle autour de moi. Si demain tu recherches ta résidence principale, je dis oh, je vais appeler les agences. Il n'y a pas le spectre de se dire ok, je vais appeler un spécialiste de chasse ou en tout cas un agent immobilier qui va me trouver, pas un qui, je sais pas, c'est pas naturel. Non, c'est pas naturel et dans les pays anglophones ou même en Espagne pour le coup, il y a un petit peu plus ça pour les expatriés souvent parce qu'ils appellent chasseurs immobiliers. Alors souvent c'est les property finders. Property finder, tu vois, c'est rigolo. À Dubaï, le plus gros portail immobilier, il s'appelle Property Finder. Donc enfin le vocabulaire et la manière d'utiliser les choses. Ouais. En Espagne, ils appellent ça le personal shopper immobilier. Mais pareil, c'est apparu il y a une dizaine d'années et maintenant le personal shopper immobilier, il commence à avoir l'habitude. Donc ça rentre dans les mœurs, mais je crois que ça prend du temps. Ça prend du temps un petit peu dans tous les marchés. On verra où ça va. On verra où ça va en France. Ok. Bon, de toute façon, on va parler de Terrata, ça c'est sûr. Mais avant d'y aller, j'avais une question qu'on notait quand on a préparé sur le marché immobilier. Ouais. Hein, tu m'as dit, je pense que, alors, je t'ai exprimé plus ou moins ce que je pensais. Tu m'as dit, ah papa, Mickaël, là, je suis pas d'accord. Donc, je me la suis noté, malgré tout, Geoffroy, quand même. Parce qu'en fait, pour ceux qui nous écoutent, qui sont un peu, on va dire, plus ou moins loin de l'immobilier, les taux ont augmenté. Je vais grossir les traits, mais de 1 à 4 en l'espace de 2-3 ans. On a une tendance baissière depuis, on va dire, juin, qui arrive en France. La BCE, on a gagné des points de base là ces deux dernières semaines. La timeline de ce qui se dit, c'est que fin 2025, on serait entre 2,5 et 3. De mémoire, tu me dis, Mickaël, non. Il y a des cycles de 7 ans à peu près, c'est ce que j'ai retenu. Je parle pas des taux, je parle des prix. Mais oui, effectivement. Alors oui, tout à fait. Ouais, mais ils sont quand même corrélés quand même. Les prix sont corrélés au taux d'intérêt. De ce que nous on a pu voir, sauf que bon, quand même depuis quelques mois, on vit des trucs un peu bizarres où tous les experts, d'ailleurs, ne s'attendaient pas à tout ce qu'on a vécu ces 3-4 dernières années. Donc, il y a aussi des références qui sont en train de naître et que dans 5 à 10 ans, on étudiera. Mais je te laisse la parole sur un peu ton analyse, nous dire ce que tu en penses. Et même si voilà, tu te mouilles un peu, c'est pas grave. On le répétera à personne. Non, mais t'inquiète pas. J'assume complètement mes opinions, elles n'engagent que moi. En fait, sur le sujet, c'est les prix vont-ils monter ou baisser et dans quel pays? Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels il faut investir aujourd'hui, des pays dans lesquels il fallait investir il y a 10 ans? Et la réponse à ça, je pense fondamentalement que la réponse est oui, il y a des timings. Et en immobilier comme en bourse, il y a des temps pour acheter, des temps pour vendre. Et ce que je dis par rapport au marché qui nous entoure, en tout cas, c'est qu'un marché comme l'Espagne, de 2008 à 2015, il a baissé. Et de 2008 à 2015, il a perdu 40%. D'accord? Tu m'entends toujours? Ouais, je t'entends, ouais. Donc, un marché voisin, c'est pas ouais. Et nous, en France, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça, tu regardes les courbes, tu regardes les courbes un petit peu des prix immobiliers, il y a eu un ralentissement, tu peux appeler ça une petite baisse, mais à peine visible, en tout cas pas très forte. Et en revanche, il y a eu la course folle. Et quand tu regardes la course folle, à quoi elle peut être liée et à quoi sont corrélés les prix de l'immobilier, c'est ça la vraie question. Ouais. Ben, comme tu dis, en France, ils ont été corrélés de manière quasi directe à la trajectoire des taux. Ouais. Mais ils ont été liés à la trajectoire des taux pour une seule raison. C'est parce qu'en France, les banques ont bien voulu financer 100% du prix du bien, y compris sur l'investissement locatif. Alors évidemment, on parlait du 110% ou du 100%, d'une manière de présenter le dossier, mais bon, globalement, on a été dans un pays où pendant des années, on a été sur des financements à hauteur de 100 à 110% du prix du bien. Et maintenant, bon, il y a 10%, 20% d'apport, ça dépend des dossiers. Mais globalement, on est encore sur un pays dans lequel il y a très peu de demandes d'apport faites à l'acheteur. Ouais. Et la seule chose que je dis, c'est que moi, je connais l'exemple de l'Espagne, et je pourrais en prendre d'autres, mais je connais parfaitement l'exemple de l'Espagne. L'Espagne faisait des crédits à 100-110% jusqu'à 2008. En 2008, il y a un crack immobilier, enfin bref, la crise des subprimes qui en Espagne a été une crise du chômage suivie d'une crise de saisie des biens de l'immobilier par les banques, parce que les gens n'ayant plus de travail et le chômage n'étant pas rémunéré en Espagne à la hauteur de ce qu'il est rémunéré en France, les gens ne pouvaient plus payer leur crédit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les banques ont saisi des centaines de milliers de biens et l'immobilier a craché de 40%. 40% entre 2008 et 2015. Et moi, la seule chose que je dis, c'est les banques aujourd'hui en France, et j'aimerais beaucoup, peut-être dans un
je suis persuadé qu'on peut faire un webinaire avec des banquiers ou des gens qui sont dans le secteur des risques pour les banques. Les banques aujourd'hui, je suis certain que si on interviewe des banquiers français, se rendent compte qu'elles ont octroyé des crédits, par exemple de 500 000 euros à un particulier qui a acheté une résidence principale à Paris, qu'elles se rendent compte qu'en fait, elles ont un bien immobilier qui aujourd'hui, avec la hausse des taux, ne vaut plus que 450, ne vaut plus que 420, peu importe le chiffre exact. Ouais. Et du coup, sur leur bilan, elles ont un crédit à 500, elles ont un bien qui vaut 420. Donc, dans le pire des mondes, si la personne ne rembourse pas son crédit et s'ils ont une garantie hypothécaire, c'est pas bon pour eux. Parce que s'ils font des saisies de biens, ils n'arriveront pas à le vendre à ce prix-là. Et c'est ça que je dis, c'est ça qui s'est passé en Espagne, c'est exactement ça. Et donc, du coup, à minima, c'est attention, risque. Et donc, quand je dis attention, risque, comme tu dis, est-ce que les prix peuvent repartir à la hausse en France? Techniquement, oui, ils pourraient. Si les taux se dépêchent de redescendre là où ils sont, si le marché de l'emploi reste très solide, si la crise qui est en train de naître en Chine ne tape pas l'Europe trop fort pour que l'emploi reparte à la baisse ou que le chômage reparte à la hausse, avec des si, tout peut bien se passer. Mais avec des si aussi, on peut être sur un cycle baissier qui peut durer 5 à 10 ans. C'est vraiment possible. Et je le souhaite pas, hein. Je te dis, j'ai un appartement à Lyon, un appartement à Marseille. Je préfère que les prix continuent d'augmenter ou en tout cas restent stables. Mais c'est une vraie possibilité. Et c'est là où je dis qu'il y a un arbitrage dans la diversification du patrimoine ou alors dans la diversification des risques ou alors dans la construction d'un patrimoine, de dire, est-ce qu'on se sent franco-français? Et dans ces cas-là, pas de problème, on investit qu'en France. Ou est-ce qu'on se sent européen, ce qui est profondément mon cas? Et auquel cas, autant moi, j'ai pas envie d'investir dans des pays hors Union européenne. Sincèrement, investir en Indonésie, par exemple, ça me tente pas du tout. Mais investir en Espagne, ça me dérange absolument pas. Au contraire. Et l'Espagne étant sur un cycle haussier, malgré la hausse des taux, l'an dernier, les prix de l'immobilier en Espagne ont augmenté de 5%. Et ça, pour moi, c'est un arbitrage de marché et de cycle, et où je préfère investir sur un marché qui, selon tous les indicateurs économiques, est sur un cycle haussier, en tout cas, je parle de l'Espagne, qui risque de durer encore 5 à 10 ans. Donc, je suis plus à l'aise de gagner à la fois sur la rentabilité locative et en même temps sur les prix du foncier. Non, mais moi, je comprends ton analyse, mais tu vois, pour ceux qui sont pas, on va dire, initiés, on va dire, au cycle de l'immobilier, où là, on le dit depuis plusieurs mois, le marché est acheteur et pas vendeur, mais malgré tout, on voit quand même un attentisme du marché français sur les gens qui attendent que les taux baissent encore davantage. Alors ça, c'est les vendeurs qui se disent, OK, mon prix, vu que les taux vont continuer à baisser, je vais pouvoir augmenter mon produit et en tirer le meilleur prix. Ce qui peut se comprendre, je veux dire. Et d'un côté, les acheteurs sont pas forcément encore au rendez-vous de façon massive, puisque d'ailleurs le nombre de transactions, on le voit, est à 750 000, ou en tout cas les projections de fin d'année se donnent là. Donc en fait, on est, je trouve, un carrefour qui est un peu où les gens ils arrivent pas à se situer, tu vois. Alors que malgré tout, l'investissement locatif aujourd'hui, il y a des coûts à faire. Oui, je suis sûr. Il y a des coûts à faire. Et même sa résidence principale, il y a des trucs à faire. Trucs à faire. Mais je suis totalement d'accord. Ouais. Mais la seule chose par rapport à ça, c'est qu'effectivement, je suis 100% d'accord avec toi. En France, je pense qu'il y a des très belles choses à faire. Mais pour faire des belles choses, il faut arriver à faire... parce que l'an dernier, on en parlait beaucoup encore justement avec des employés de Mastéos, de dire il y a des choses à faire aujourd'hui parce qu'il y avait des offres qui passaient, jamais de la vie ça passait auparavant, ouais. De faire des offres cassées à moins 30%, moins 40%, en particulier dans le cadre d'héritage, de succession, dans ces cas-là, oui, il y avait des choses extraordinaires qui pouvaient se passer en termes d'investissement. Je parle pas on va pas se réjouir du fait que certaines personnes liquident des biens à moins 30%. Mais en tout cas, oui, il y a des belles opportunités à aller chercher. La seule chose, c'est que les opportunités, maintenant, elles ne sont pas là. Il faut les créer. Il faut aller les créer. Et c'est pour ça que il y a un intérêt énorme aujourd'hui à travailler avec des sociétés comme Green Living, où en fait, tu travailles avec un pro du secteur qui va t'aider à investir sur les bons biens, parce que tu peux rapidement te tromper à investir sur les mauvais biens ou les mauvais marchés. Mais il y a aussi des marchés sur lesquels, sur du Lyon ou du Bordeaux. Alors, Lyon, pour le coup, ayant fait à la fois ma classe prépa et mon école de commerce et ayant un appartement là-bas, je connais bien le sujet. J'ai appelé pas mal d'agents immobiliers de Lyon
entre la hausse des taux, l'encadrement des loyers, bon courage pour faire des bonnes opportunités où il n'y a pas un cash flow négatif de 300, 400 ou 500 par mois. Ouais, à Lyon, ouais, c'est un truc de fou. Très dur. Ouais. C'est très dur. Et pour le coup, je faisais avec un agent immobilier La Forêt, il y a à peu près 3 mois de ça, hein, donc c'est pas très vieux. On faisait la simulation sur un appartement, 200 000 euros, encadrement des loyers, impossible de le louer pour plus de 720, quelque chose comme 720. Et mensualité de crédit, je veux dire, de tête, elle était à 1100 ou 1200. Donc déjà, rien que sur la différence entre les revenus et la mensualité de crédit, j'ai un cash flow à moins 500. J'ai même pas commencé à payer ma taxe foncière, etc. Bon, c'est énorme. C'est catastrophique. Donc voilà. Et donc sur des marchés comme Lyon, les agents immobiliers expliquent, les agents immobiliers côté vendeurs expliquent, les investisseurs ont disparu et sont remplacés par des parents qui n'arrivent pas à trouver des logements pour leurs enfants. Mais bon, il n'y a pas une baisse significative parce que bon, c'est vrai que Lyon-Bordeaux, c'est celle qu'on a connue entre moins 10 et moins 15. Ouais. Mais je trouve que ces 2 dernières années, ça n'a pas baissé de façon significative pour justement correspondre au pouvoir d'achat actuel des gens. Tu vois, pas encore. Parce que toi, tu penses que en France, ça va baisser davantage? Alors, je ne l'espère pas. Mais la seule chose qu'on peut voir, en tout cas, c'est qu'il y a certaines villes, dont typiquement Lyon fait partie, qui avait par ailleurs beaucoup augmenté, on est d'accord, hein, sur les 10 années qui avaient précédé. Donc, un investisseur qui a acheté il y a 20 ans, il le regrette toujours pas, on est d'accord. Ouais. Un investisseur qui a acheté il y a 2 ans, il le regrette globalement assez facilement sur Lyon. Parce que 2 années consécutives à entre moins 5 et moins 10, quand je cumule, je suis à minimum moins 10 de cumulé ou moins 15 de cumulé. Ouais. Même si je fais une rentabilité locative à 7, je m'y retrouve pas du tout. Évidemment, si j'ai pas besoin de vendre, que je peux me permettre de digérer la baisse, de connaître la hausse et de vendre dans 15 ans parce que j'avais fait un investissement à l'MNP sur un horizon de 15 ans, bon, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort pourvu d'avoir un cash flow qui me force pas à vendre si jamais demain, je perds mon emploi, j'ai un coup dur, j'ai besoin de récupérer du cash. Ouais. Ça peut aussi arriver. Quelqu'un qui, dans 2 ans, se marie, a des enfants et a besoin de récupérer du cash pour investir et qui se rend compte qu'il va encaisser une moins-value de moins 30 ou moins 40 000, ça va avoir un impact réel sur sa vie, pardon. Et c'est ça que je dis, c'est que, en tout cas, il faut arriver à être accompagné par des bons professionnels pour investir dans des villes, pourquoi pas flat. Donc, peut-être investir à Nancy, investir à Metz, investir dans des villes où on se dit, sur une ville comme ça, quand je regarde l'évolution des prix de l'immobilier et le cycle, je suis moins risqué que sur une ville où il y a potentiellement un soufflé au fromage qui est en train de dégonfler. Ouais, mais bon, il y a 5 ans, qui t'aurait dit que le marché est comme ça et que Lyon et Bordeaux, c'était 2 villes phares. Je veux dire, les gens, ils se disent, ouais, mais tu perdras jamais d'argent. Et au final, tu peux te rendre compte que oui, en fait. Malgré tout, oui. Donc, malgré tout, oui. Après, il y a toujours des bonnes villes dans tous les cycles. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Mais prendre un petit peu de temps, être bien conseillé, investir dans les bonnes villes et les bons cycles. Mais c'est ce à quoi ta société et ce que vous faites sert aussi, c'est accompagner les gens à acheter là où il faut au bon moment, etc. Et c'est ce que nous on fait en Espagne. Et nous en Espagne, c'est vrai qu'on est exactement là-dessus. On arbitre et on aide les gens à investir dans les villes ou les provinces ou les régions qui sont les plus rentables et qui sont sur les meilleurs cycles en ce moment. C'est un peu comme un coach de surf qui t'expliquerait sur quelle plage il faut aller aujourd'hui pour surfer la bonne vague. C'est le même genre de philosophie. Non, mais je partage ton avis et d'ailleurs, j'ai fait une transition avec Terata Spain ou Terata. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le nom parce que je regardais quand même le site. J'ai trouvé, en fait, je vais te dire ce que j'ai aimé dans ton modèle que tu m'as un peu confirmé. Mais d'ailleurs, je rebondis d'ailleurs avant de parler de Terata sur ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, nous, pour être transparent, nous, on est que sur Montpellier-Nîmes. Donc, tu vois, nous, notre spot de surf, c'est 2 plages. Et non, mais en plus, on a de belles plages du côté de chez nous. Donc, heureusement. Mais il faut pas se mentir qu'effectivement, on est en concurrence, indirecte ou directe, avec les 10, 15 plus grandes villes de France. Tu vois. Et c'est OK. Après, on a fait un choix de se concentrer là où on était bon. Et comme tu dis, de trouver Alors, le mot pépite, j'ai un peu de mal parce qu'il est un peu galvaudé, mais en tout cas, des bonnes affaires, c'est-à-dire que tu liquides. Mais par contre, faut être honnête. Le marché lyonnais et le marché bordelais,
qui nous aurait dit il y a quelques années qu'il allait un peu se dégonfler, ou peut-être dans 10 ans il va repartir. Tu vois, c'est très difficilement en fait d'avoir un avis d'un avis aussi fin comme ça. Donc après, en fait, juste une chose là-dessus. Ouais. Parce que vraiment, je trouve ce sujet il est passionnant, mais un marché immobilier, et je pense que ça c'est un peu une phrase qui peut être utilisée dans 20 ans, dans 30 ans, ou il y a 30 ans, c'est la même chose. Un marché immobilier dans lequel les banques prêtent 100% du prix du bien avec des taux très bas, la seule direction ou la seule chose qui peut se passer, c'est quand les taux augmentent ou quand les banques demandent un apport supérieur, les prix ne peuvent que baisser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après, la seule chose que personne ne sait faire, c'est prévoir à quel moment les taux d'intérêt vont se mettre à augmenter ou baisser. Et mais typiquement, enfin, je veux dire, tu regardes la courbe sur meilleurs agents des prix de l'immobilier à Bordeaux ou à Lyon, ça ressemble à la courbe des prix de l'immobilier de Lisbonne. Vraiment. Or, Lisbonne, il y avait, tu sais, il y a une banque, alors je crois que c'est HSBC, non, UBS. L'UBS, chaque année, ils font une analyse des bulles immobilières, des potentielles bulles immobilières. Et globalement, ils disent Lisbonne, rouge vif, n'y touchez pas. Vraiment, parce que les prix ont énormément augmenté et ça correspond pas du tout à des ratios, par exemple, de revenus de la population locale par rapport à ce qui se passe. Et globalement, il suffit qu'ils touchent à les programmes qui permettent, tu sais, résidents non habituels, tous les programmes qui sont faits pour attirer des expats. À partir du moment où ils vont commencer à toucher à ça, les prix de l'immobilier, ils risquent de souffrir beaucoup. Ou à partir du moment où les taux d'intérêt vont augmenter, les prix vont souffrir. En gros, à chaque fois qu'il y a ce genre d'analyse-là, on fait des ratios de price to income. Typiquement, le price to income, c'est le ratio entre le prix et les revenus. Et les revenus. Et ça, c'est hallucinant quand on regarde le price to income, on se rend compte qu'il y a des villes en Europe dans lesquelles c'est un bon moment d'investir et il y a des villes qui sont rouge vif. Et l'UBS a dit Hong Kong, attention rouge vif, ils l'ont dit pendant 5 ans. Bah, globalement, ils se sont trompés pendant 3 ans, puis la 4e année, ils avaient raison. C'est ce genre de choses-là. Quand il y a du rouge vif sur une multitude de facteurs qu'on veut prendre en compte, au bout d'un moment, ça finit par se passer. Et sur l'Allemagne, ils avaient dit, l'UBS, pendant 3 ans de suite, attention, Munich notamment, Francfort aussi, rouge vif. Dès que les taux d'intérêt ont augmenté, les villes en Europe qui ont le plus baissé, c'est les villes allemandes. Où les villes allemandes, ça paraît improbable, hein, c'est le leader européen du PIB, etc. Bah, les villes allemandes, elles ont fait moins 10 en un an. Moins 10, c'est pareil. Tu as acheté un appartement à 300 000 euros, tu perds 30 000 d'un coup en un an. Et personne t'a dit que l'année d'après, ça refaisait plus 5. Au contraire, ça peut faire moins 3 l'année d'après, moins 3 l'année d'après encore. Ça fait des grosses sommes. Donc oui, c'est compliqué. Et pour revenir sur la petite transition, on a quelqu'un chez nous depuis la semaine dernière qui a acheté à Montpellier. Ouais. Peut-être avec toi, je te dirai en off, son nom, mais je pense pas parce qu'il est de Montpellier. Non. Et à Alicante et à Valencia. Ok. Donc tu vois, on a des gens qui investissent et à Montpellier et chez nous en Espagne. Ouais, mais après, bon, moi, je suis un fervent défenseur du marché français, mais je rejoins ton analyse sur le fait qu'il y a des cycles, hein, et qu'il y a des villes qui s'y prêtent davantage à un certain moment donné. Mais du coup, UBS, ils ont dit quoi sur le marché espagnol? 0 bulle, et ils mettent les villes espagnoles en vert. Pendant combien de temps? Si je te provoque un peu, Geoffroy. Sur les rapports, je connais pas toutes les années, mais je connais ceux des 5 dernières années. Ouais. En fait, si tu veux, ils font une note entre vert et rouge, entre telle note et telle note, etc. Les villes les plus rouges, c'était les villes canadiennes comme Vancouver, par exemple. Ok. Et globalement, les villes espagnoles étaient en vert. Il y a juste Barcelone qui est en jaune, parce qu'en Barcelone, il y a différents facteurs locaux qui font que on pense que les prix potentiellement sont un peu plus à risque. Mais... Bon, du coup, allez, dis-moi, Telata, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi l'Espagne? Pour combien vous êtes? Combien de projets vous faites? Sur quoi vous communiquez? Dis-moi tout. Et ce que je veux surtout savoir, c'est parce que bon, moi j'ai des racines un peu espagnoles. Hein. Bon, je suis italien, mon nom est italien, mais ouais, je suis 50% français, 25 espagnol, 25 italien, quoi, le mélange à la combinaison gagnante. Mais c'est un marché. D'ailleurs, mon associé adore aller en Espagne. Je pense qu'il aurait monté Green Living en Espagne, tu vois. Non, mais bon, blague mise à part, c'est pas prévu. Mais en tout cas, il me dit, mais l'Espagne, c'est fantastique pour le cadre de vie, la dolce vita à l'espagnol. En fait, il adore ça. Et c'est vrai que moi, en plus, j'ai de la famille à Valence, à Cullera, à Denia, ces villes-là à côté. Donc, je connais pas très bien. Je mentirais en disant ça. Je suis déjà allé plusieurs fois à Valence, plusieurs fois dans ce coin-là. Et c'est assez bizarre qu'en plus, je me retrouve à t'interviewer parce que c'est l'un de vos fiefs. Je crois, il y a 2, 3, 4 villes où vous êtes. Hein.
Valence, c'est carrément notre siège. Votre siège. Et moi, je sais. Alors, j'ai plein de questions, Geoffroy. Alors, c'est le bazar, mais c'est pas grave, j'assume. C'est pourquoi 4 villes? Pourquoi pas toute l'Espagne entière? Qu'est-ce qui fait qu'on investit en Espagne? Quels sont les prix? Quelle est la meilleure affaire qu'on peut faire en Espagne? Quelle est la pire qu'on peut faire? Je sais pas. Vas-y, parle parce que j'ai noté des questions, mais même pas je les lis. T'inquiète pas. Donc, première chose, comme je te disais, il y a une continuité pour nous entre Mastéos et Terreta. Okay. C'était les difficultés de Mastéos qui nous ont poussé à dire on veut pas tout mettre à la poubelle. Ouais. Donc, le contexte étant ce qu'il est, Mastéos devant fermer l'Espagne, dans la réalité, c'est ça. Mastéos, n'ayant pas moyen de continuer l'Espagne, Mastéos a besoin de fermer l'Espagne. Parce que ça, c'est fin 2023. Là, on est en 2024. Fin 2023, Mastéos part en redressement judiciaire. Mastéos doit fermer, réduire les coûts, fermer l'Espagne, etc. En attendant la procédure de redressement judiciaire, puis le rachat par Novaxia, qui permet aujourd'hui à Mastéos de continuer et de faire le phénix en France. Et je leur souhaite vraiment tout le meilleur du monde parce que c'est des super personnes chez Mastéos et des amis. Maintenant, nous, en Espagne, je voulais pas du tout jeter à la poubelle. Parce que, en particulier, dans l'équipe espagnole, il y avait Antoine Évêque, mon associé chez Terreta. Je connais pas, lui. Il sort d'où, Antoine? Alors, c'est un Parisien. Donc moi, j'ai grandi à Aix-en-Provence. Ah. On a un petit match entre PSG et Olympique de Marseille, tu vois. Ah oui, j'avoue, ouais, ça doit être animé là. Mais donc concrètement, Parisien qui est un ingénieur de l'immobilier. Ok. Qui a fait 10 ans chez Emerige Icade côté français, donc parmi les meilleurs promoteurs immobiliers français en termes de qualité, en termes de finition, etc. Et après, qui s'est expatrié avec sa femme qui est espagnole de Valence. Mais d'abord, ils se sont expatriés à Madrid. Et à Madrid, il a travaillé pour Bouygues Immobilier via une entreprise là-bas avec qui il construisait des immeubles. Des immeubles entre 40 et 120 appartements par immeuble. Des gros projets. À ce moment-là, Antoine, mon associé, rencontre, parce que c'était un fournisseur ou une entreprise avec qui il travaillait, rencontre Gaetano Grana, qui est notre directeur travaux aujourd'hui et qui avait déjà été notre directeur travaux chez Mastéos. Ok. En fait, à ce moment-là, il était à Madrid. Puis, je le recrute pour être le directeur régional de Valence. C'est là où on arrive là-dessus. Parce qu'Antoine, vivant à Madrid, se rend compte que finalement, le titi parisien qui a émigré à Madrid se rend compte que Valence, c'est encore mieux. Donc, Antoine, il dit souvent, ce que j'ai gagné en qualité de vie en allant de Paris à Madrid, je l'ai regagné de nouveau en allant de Madrid à Valence. Pourquoi? Parce que Valence, c'est au bord de la plage. Ouais. C'est la ville, c'est la capitale verte européenne cette année. C'est pas pour rien, il y a du vert partout. Donc t'as à la fois de la plage, du vert. Enfin bref, c'est hyper agréable à vivre. Okay. Mais tu dis que tu connais Valence, Cullera non mais je connais, mais après tu sais, ça fait quelques années que je suis pas allé, mais j'en ai de très bons souvenirs, mais pas aussi précis que les tiens ou que les autres. Maintenant que tu connais quelqu'un là-bas, tu vas venir nous voir à Valence. Tu vas être plus que bienvenu. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Je pense que je viendrai avec mon associé parce que lui. Exactement. Mais du coup, donc à ce moment-là, il cherchait un travail sur Valence. Et nous, Mastéos à ce moment-là, ça c'est 2022, début 2022. Je le recrute en tant que directeur régional de Valence pour Mastéos. Et donc après, quand ça a fini en fin 2023, on a continué donc avec Antoine et Gaetano Grana, notre directeur travaux, pour continuer l'aventure. Et au début, l'équipe, c'est nous trois. C'est juste nous trois. D'accord. Juste nous trois. Et rapidement, on recrute 2 personnes pour nous aider sur la partie chasse immobilière. Ouais. Et là, on en est dans cette étape-là où sur les 6 premiers mois, on avait fonctionné en étant 5. Et là, maintenant, on est 5 et on part dans une période d'expansion où mon objectif, c'est qu'on soit, d'ici 6 mois à peu près, qu'on soit une dizaine et qu'après, on consolide et qu'on parte potentiellement sur de l'ouverture de ville. Mais pour l'instant, pourquoi Valence et pourquoi la région de Valence globalement? C'est qu'aujourd'hui, on est capable d'aider n'importe qui à acheter en Espagne, partout en Espagne, mais la capacité d'aller visiter des appartements pour eux en physique et de leur envoyer des vidéos, etc., on se focalise, puisque finalement ça a du sens pour notre première année, on s'est focalisé dans un premier temps sur la région de Valence, parce que c'est là qu'on construit notre équipe, notre siège, nos recrutements, etc. Maintenant, il y a déjà des villes dans lesquelles on est capable d'accompagner nos clients. Et en particulier, on a lancé une offre récemment où un client, typiquement un Français, expatrié en Espagne, qui veut acheter à Barcelone ou à Séville ou à Malaga ou à Madrid, peu importe, et qui veut être accompagné malgré tout par un agent immobilier côté acheteur
pour les sécuriser dans tout le processus, parce qu'il y a beaucoup de différences entre la France et l'Espagne. On le fait. On a créé une formule spécifique pour ça. Donc maintenant, depuis 2 semaines, je peux accompagner les Français partout en Espagne. Et une autre chose, c'est que sur la partie travaux, j'accompagne déjà partout en Espagne. Et on a fait l'an dernier plus de 100 chantiers en Espagne. Et on a fait des chantiers partout. On a fait des chantiers à Madrid, on a fait des chantiers à Malaga, à Séville. On a fait pas mal à Séville d'ailleurs, à Alicante. Tu parlais de Cullera. On en a fait à Cullera, on a fait à Valence, on a fait à Gandia, on a fait dans plein de villes d'Espagne. Mais sous une formule AMO, pas contractant, non? Comment? Toujours à AMO. Toujours AMO. Pour une seule raison, et c'est pour ça que notre premier CDI, notre premier employé depuis le jour 1 chez Terreta, ça a été Gaetano, ça a été notre directeur travaux. Attends, je me fais appeler partout. Voilà. Ça a été notre directeur travaux parce qu'en fait, on a créé chez Mastéos, et ça, je voulais pas le jeter, on a créé une manière d'accompagner qui est quali, qui nous permet de vraiment aider un client. Parce que moi-même, en tant qu'investisseur, en ayant acheté en Espagne en 2018 et 2021, avant de créer Mastéos, quand j'ai acheté, estimation des travaux, on m'a dit 20 000, j'ai fini à 60. Ça, je veux pas le vivre. Et on a trouvé un moyen, si tu veux, où chaque chantier, on l'estime vraiment à la main, de manière précise, avec Gaetano, pour vraiment limiter et donner une estimation de prix qui est fiable, correcte, et que l'acheteur a avant même d'acheter. C'est-à-dire, vous faites comment? C'est quoi le secret? Le secret, c'est simple, c'est tour 3D. Tour 3D. Scan 3D, ouais. Matterport. Ouais, Matterport, exactement. Ouais. Matterport 3D, donc visite virtuelle 3D de l'appartement, ce qui permet à Gaetano, qui lui habite Madrid, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait aussi pas mal de chantiers à Madrid, qui habite Madrid, de bien estimer les choses, de bien regarder, etc. et de dire, voilà, quoi qu'il arrive, il y aura ça à faire, et je vous dis exactement le détail. Et ensuite, en fonction du goût du client, etc., globalement, logiquement, sur cet appartement-là, on sera entre 20 et 30 000, en fonction de si on veut faire ça ou ça ou ça, ou pas. Et si vous êtes à Valence et à Madrid, qui c'est qui prend la Matterport, la scan 3D? C'est un agent immobilier ou c'est votre équipe? Alors, du coup, sur ces villes-là, sur les villes dans lesquelles, par exemple, Séville, ouais. Madrid, c'est les agents immobiliers avec qui vont être en charge de ça, vont nous envoyer le Matterport. Donc, ils sont déjà équipés de scan 3D, en fait. Très souvent. En fait, on fait en sorte de trouver ça. Et sinon, sur Madrid ou sur Valence ou sur Séville ou sur pas mal de villes, on a des partenaires avec qui on a travaillé. Par exemple, Malaga, il y a un Français qui travaille très bien à Malaga avec qui on travaille, qui fait des Matterport 3D. Oui. Séville, l'an dernier, on a fait une dizaine de ventes à Séville et dizaines de chantiers aussi, où à chaque fois on a le 3D et on travaille ça. Et donc, d'abord l'estimation et ensuite dans l'exécution, en étant AMO, donc assistance maîtrise d'ouvrage, et en étant sur la gestion du projet, ce qu'on fait, c'est que on a une relation B2B avec l'entreprise de travaux. On fait en sorte, typiquement, de débloquer les montants travaux de manière la plus progressive possible. C'est-à-dire de protéger l'acheteur sur les montants qu'il va débloquer à tel ou tel moment des travaux. Et tu fais des situations. Alors oui, mais sauf que typiquement, ça c'est une erreur que, évidemment, tu te doutes bien qu'on n'a pas tout fait parfaitement depuis le jour 1. Ouais. Mastéos, je te disais qu'on avait eu des problèmes en France sur le côté contract en général. En Espagne, on a eu le problème aussi sur... alors, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu quelques chantiers sur lesquels il y a trop qui a été débloqué à une certaine phase. Ouais. Et du coup, si jamais tu as un problème derrière, mais que tu as déjà débloqué cet argent-là, ça te met dans une situation qui est plus compliquée. Donc, on essaie de vraiment maîtriser ça au maximum pour éviter les problèmes et bien gérer les choses. Et là, aujourd'hui, sincèrement, la partie travaux, c'est la partie sur laquelle tu parlais de scalabilité. C'est la partie sur laquelle je peux te dire vraiment de manière hyper confiante qu'on fait des travaux partout en Espagne. On le fait et on gère ça vraiment très bien. Et ça, c'est une fierté et c'est un sujet sur lequel j'ai envie de scaler. J'ai envie de scaler Terreta sur les travaux partout en Espagne. Mais tu as raison, parce que je t'ai laissé parler, mais nous, on a, sans le vouloir, on pourra peut-être en parler, échanger des tips, mais on a quasiment le même format, tu vois. C'est AMO, bon. AMO aussi. Alors, j'ai pas trop envie parce que c'est Terreta qui est mis en avant et j'aime pas trop, voilà, parler de quoi. On pourra en parler, mais autour d'un tinto de verano quand tu viens. Si tu veux. Mais non, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que nous, on fait ce métier-là déjà parce moi, je suis un passionné de réno et moi, j'ai bossé énormément dans la rénovation énergétique, dans le neuf, dans une dizaine d'années dans un bureau d'études, donc on a cette expertise-là.
Et je me suis toujours posé la question dans l'ancien, qu'est-ce qui était possible de faire? Et surtout, c'est qu'en fait, dans l'ancien, tout est différent. Tout est différent. Moi, j'ai fait, je sais pas, une dizaine de chantiers en perso. Et je me suis dit, punaise, et quand on s'est mis à notre compte, j'ai dit, mais comment on va faire si demain on a 20, 30, 40, 50 chantiers? Je me suis dit, oh là là. Parce que je voyais la galère que c'était avec tous les entrepreneurs du bâtiment qui géraient. Et c'était mon truc. Mais quand tu fais pour les autres, c'est pas du tout la même chose, hein. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc non, je comprends tout à fait les process que vous avez mis en place, mais on pourra en discuter. Ouais. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est comment, à aujourd'hui, tu attires quelqu'un pour investir en Espagne. Alors, ma question beaucoup plus vicieuse, elle est, quelle est la personne va se dire, OK, parce que moi, je vais te faire un parallèle. J'ai un client aujourd'hui qui investit avec nous en Espagne, qui a investi en France, pardon. Et c'est peut-être la même dont on parle. Mais bon, bref, c'est un mec qui habite Dubaï. Je dis les grosses lignes. Ouais. Semaine dernière, on a loué un appartement d'une cliente qui habite Dubaï, qui a acheté avec nous à Valence. Tu vois. Bon. Ici, on est à Dubaï. Et le truc, c'est qu'en fait, je lui dis, mais pourquoi t'as acheté en Espagne, mais pas sans, tu vois, sans penser à toi ou on n'était pas. Et il me dit, ben écoute, la qualité de vie, les coûts, je veux partir en vacances. Il y avait ce côté vacances quand même, hein. Il y a quand même ce côté vacances. Et du coup, moi, ma question, c'est déjà, je trouve qu'un Français qui veut investir en France, déjà pour le convertir, des bienfaits de l'immobilier locatif, c'est pas simple. Comment toi, tu argumentes pour dire, écoutez, les gars, l'Espagne, c'est pas mal quand même. Dis-moi un peu. Ouais. T'as 100% raison. Déjà, tu vas pas. Enfin, en tout cas, moi, je veux pas le faire et je le ferai jamais. Je vais pas chercher quelqu'un sur Instagram qui est juste intéressé par la finance pour aller le ramener chez nous et essayer de le convertir et lui expliquer l'Espagne. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher des gens qui soit sont espagnols mais sont expatriés. Donc, un Espagnol qui habite en Suisse, aux Pays-Bas, au Cambodge. Oui, ça me paraît plus de sens, ouais. Espagnol expatrié. Et sinon, pourquoi pas le francophone ou l'anglophone, mais qui a déjà vécu en Espagne. Typiquement, c'est le cas du client. C'est le cas du client. Il a fait son Erasmus, il a fait ses études, il a fait son. Il faut qu'il ait une connexion. Ou alors il a sa copine ou sa femme. Non, il a travaillé parce qu'il a un métier qui voyage et donc du coup il a travaillé là-bas quelque temps. Mais oui, tu as raison, une attache en tout cas. Une attache. Faut qu'il y ait un lien parce que quelqu'un qui n'a pas d'attache particulière avec l'Espagne ne va pas convertir. Tu vas juste perdre du temps à lui expliquer qu'effectivement il y a des meilleures rentabilités, des prix plus bas. Il va bloquer parce qu'en fait c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un minimum dans ce sujet-là pour oser casser la glace et oser aller de l'avant. Il faut qu'il y ait un minimum d'histoire personnelle. Ouais. Comme tu l'as dit, ça peut juste être quelqu'un qui pour le travail est allé souvent en Espagne. Je crois que c'est le cas de ce client. Mais du coup, Geoffroy, je vais faire mon investisseur là. Je vais me placer comme un client. On se fait un sketch de vente. Ça te va? Ça va. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, l'Espagne m'intéresse pas du tout, mais il faut jamais dire jamais dans l'investissement quand t'aimes ça et quand tu veux diversifier ton, parce que moi, je prône ça et je pense que tout le monde prône ça. Mais en gros, je viens de voir, est-ce qu'on est possible de faire un studio, c'est possible de faire une coloc, c'est possible de faire du Airbnb. Je me doute que oui. Des immeubles, qu'est-ce que comme produit, est-ce qu'on peut faire du co-living, tu vois, quelle classe d'actifs on peut faire et derrière quelle rentabilité on peut en tirer. Alors, je sais pas si tu veux en prendre un ou deux, mais pour dégrossir un peu le sujet, quoi. Pas de problème. Déjà, la première des choses, c'est que donc toi, tu es résident fiscal français. Oui, monsieur. Ok. En tant que résident fiscal français, le premier intérêt, quand tu regardes j'achète où mon prochain appart, admettons que tu n'aies pas créé Green Living et tu n'aies pas les possibilités que toi tu as sur Montpellier et sur Nîmes, l'Espagne, déjà, il y a des rentabilités moyennes sur l'Espagne. Là, je parle que de rentabilité locative. Ouais. Qui sont en moyenne 50% supérieures à la France. Pourquoi? Tu peux pas gagner sur tous les tableaux. Il y a une raison. La raison, elle est simple, c'est qu'il faut un apport personnel largement supérieur. Ouais. Donc déjà de base, le premier filtre, c'est si aujourd'hui tu as une épargne personnelle qui est de moins de 50 000 euros. Ouais. Mon premier conseil, c'est ne regarde pas l'Espagne. Okay. Achète en France, va voir ton banquier français, il va te financer en te demandant les frais de notaire ou à peine plus. Ouais. Et donc, tu peux acheter un appartement pour 150 000 euros en ayant mis 15 000 et c'est tout. Donc, si tu n'as pas beaucoup de cash, achète en France. Si par contre, tu as beaucoup d'épargne,
D'accord? Admettons, t'as beaucoup d'épargne, c'est pas ça ton facteur limitant. Dans ces cas-là, tu peux regarder l'Espagne parce qu'à ce moment-là, tu fais rentabilité locative qui sont supérieures et cycle immobilier haussier. Quand tu cumules les deux, ce que ça veut dire sur une ville comme Valence, je te prends l'an dernier. Alors évidemment, le passé n'est pas le futur, etc. Mais bon, c'est un cycle haussier. L'an dernier, on a fait 10% de hausse des prix en un an. Ça paraît fou, hein, parce que 2023, alors que les taux ont augmenté, les prix ont augmenté de 10. Comparaison, Madrid et Barcelone ont augmenté de 3. Donc, Valence a augmenté 3 fois plus vite quand même. Ce qui est bien 3 sur une année. Je veux dire. Ce qui est pas dégoûtant, ouais. pour un moment de hausse des taux. Et une capitale. Oui, et pour une capitale. Ouais. Mais en gros, l'arbitrage, c'est de dire, OK, j'ai une hausse des prix du foncier et en plus de ça, j'ai une rentabilité locative moyenne sur une ville qui est la 3e d'Espagne où je suis entre 6 et 8 bruts. Sur la moyenne, c'est entre 6 et 8 bruts. En longue durée, standard, location nue, un truc... Là, c'est longue durée standard. Là, je fais rien de spécial. Tu dopes rien. Tu mets pas de dopamine, tu mets pas de... Je fais rien du tout spécial. Donc, en fait, déjà, alors de nouveau, pourquoi c'est le cas? C'est le cas parce que si tu achètes un appartement à 200 000 euros, en réalité, il va falloir que tu mettes de ta poche 80 000 euros d'épargne. Ouais. Donc, il y a pas, voilà, la rentabilité, rembourse ou rétribue ou vient rémunérer, non pas le risque, mais l'apport personnel et l'épargne. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ce qu'il faut se dire, c'est que pourquoi est-ce que nous, on a mis notre siège à Valence? Pourquoi on l'a pas mis ailleurs? Chez Mastéos, on avait ouvert Madrid, Barcelone, Valence, Séville. C'était les 4 villes dans lesquelles on tournait. D'accord. Sauf que on avait beaucoup d'investisseurs qui étaient globalement neutres sur la localité. Ils n'étaient pas forcément Barcelone. Et donc, à chaque fois qu'ils comparaient Barcelone avec Valence ou Madrid avec Valence, ils finissaient par acheter à Valence parce que c'est tout bête. Plage. Alors, même pas plage, parce que c'était plutôt des investisseurs. Mastéos, on était quand même très invest. Prix 2 fois moins élevé et rentabilité 2 fois plus élevée. Ouais. Pour le coup, pas de débat. Pas de débat. Bon, Madrid et Barcelone sont à 5-6 000 euros le mètre carré. Valence est à 2005. Ah ouais. Ouais. Troisième ville d'Espagne en population et au-delà de 15e ville en termes de prix. Quoi, c'est les prix à Nîmes, moyen. Bah tu vois. Donc la question elle se pose là. C'est est-ce que tu penses dans un monde où il y a de plus en plus de digital nomades, tu parlais toi-même du client de Dubaï, etc. Ah ouais. Je pense que c'est logique qu'une ville comme Valence ne soit pas plus chère que Nîmes, alors que Valence c'est une ville d'1 million d'habitants. Et c'est pas une anomalie de marché, comme on dit, ou non? C'est une anomalie de marché. Et c'est pour ça qu'on aide les gens à investir beaucoup à Valence et dans la région de Valence. Il n'y a pas que Valence. Tout dépend du budget. En gros, si tu es capable d'acheter un appartement de minimum 150 000 euros de prix de vente, donc en fonction des travaux, etc., ça fait quand même rapidement 80 000 euros d'apport. Ouais. Si tu es capable d'avoir 80 000 euros d'apport, je vais t'aider à acheter à Valence. Si pour des raisons d'apport personnel de préférence, tu préfères descendre et être plutôt sur 50 000 euros d'apport, je vais plutôt t'aider à faire du Gandia, par exemple. Et Gandia, c'est à 1 heure au sud de Valence. Mais les prix aujourd'hui à Gandia sont hyper intéressants parce que c'est une ville qui a beaucoup souffert de la crise de 2008 à 2015 et qui est de manière complètement certaine sur un cycle haussier en ce moment. Donc en fait, pareil, prix plus bas, là tu es sur 1000-1500 euros du mètre carré à Gandia. Donc tu achètes dans une ville à 1000-1500 euros du mètre carré, mais c'est une ville, je sais pas comment expliquer ça pour quelqu'un qui n'est jamais allé à Gandia, mais on parle pas de, je sais pas, je veux faire insulte à aucune ville. On parle pas de Roubaix, on parle pas d'une ville dans laquelle on se dit, il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes de violence. Non, pas du tout. Gandia, on y va, c'est vraiment une ville très tranquille. C'est pas une station, c'est la station balnéaire, non? C'est station balnéaire, ville en bord de plage, de résidence secondaire des Madrilènes, parce que c'est 2 heures de TGV pour les Madrilènes. D'accord. Donc en fait, aujourd'hui, moi ce que je dis à un Français, c'est première chose, moins cher, plus rentable. Sauf que, attention, si vous n'avez pas d'épargne, ça ne marche pas. Sauf si, clé magique, pour certains, c'est un cadeau. Si vous avez déjà une résidence principale nette de dette en France, si vous avez déjà du patrimoine en France, par exemple, des assurances vie qui sont bien alimentées, hypothèque, un PER, un PEA, voilà, une garantie déplacée, un nantissement, et donc une banque française va vous aider à financer le cas typique, pas du tout typique, le cas qui peut nous arriver souvent, c'est
le Parisien qui a déjà une résidence principale, qui vaut 1 million, qui est déjà net de dette, et bah du coup dans ces cas-là, c'est très facile pour lui d'aller voir sa banque, de mettre une garantie déplacée et d'acheter un appartement à 500 000 euros à Valence. C'est hyper facile pour lui. Donc ça se fait bien. Autrement, financement directement en Espagne avec une banque espagnole qui ont l'habitude, parce qu'il y a à peu près 20% d'acheteurs étrangers, donc les banques espagnoles savent financer. Sont rompus à l'exercice, d'accord. Et évidemment, nous, on a des contacts de banquiers qui sont français ou francophones et qui peuvent aider nos clients français aussi. Donc ça, deuxième sujet, donc au-delà du cycle des rentabilités, deuxième sujet, c'est le côté fiscalité. Il y a quelque chose dont on parle relativement peu souvent peut-être, c'est la pression fiscale quand on investit dans plusieurs pays. Bah, globalement, il y a une question d'optimisation fiscale internationale en achetant hors de France quand on est résident fiscal français. Là, je te prends vraiment en client test. Tu es résident fiscal français, tu achètes en Espagne. Bonne nouvelle, tu ne paieras que 19% sur ton bénéfice correspondant à la même chose que LMNP, c'est-à-dire revenus moins charges, moins les amortissements du prix du bien, moins les amortissements du prix des travaux, moins l'amortissement du mobilier, moins les intérêts d'emprunt, moins etc., etc. Quasiment le même système que LMNP. Donc, c'est-à-dire, comparé à la France, t'es en bénéfice foncier, il n'y a pas de TMI, et il n'y a pas de CSG. Il y a que la CSG, qui est 17,2 en France, mais qui est l'équivalent de la CSG, quoi. Mais du coup, là, t'as rien. T'as rien, je veux dire. Un 19 en flat tax sur ça, alors qu'en France, globalement, c'est ce que tu dis et c'est totalement vrai. T'es sur ton TMI plus 17,2. Si t'as le malheur d'être à, admettons, 30%, 47,2 sur ton bénéfice. Tu préfères 47,2 ou tu préfères 19? 19. Donc, il y a un sujet, c'est que, évidemment, quelqu'un qui a un certain niveau de revenu a davantage intérêt à faire de l'optimisation fiscale internationale en investissant en Espagne. Évidemment, il y a une convention fiscale France-Espagne. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette convention fiscale? C'est la classique des conventions fiscales entre des pays de l'Union européenne. C'est pour ça que je parlais de l'Union européenne. Tu payes tes revenus dans le pays du bien. Donc, tu payes directement en Espagne 19% sur le bénéfice. Et en France, convention fiscale de non-double imposition. Le seul effet, mais qui est très marginal, c'est que du coup, sur ta base fiscale globale, t'as pas zéro revenu. Tu pars de quelque chose, mais tu pars pas de tes revenus bruts. Tu parles de ton bénéfice. Donc, ça a un effet extrêmement, extrêmement mineur. Donc, concrètement, j'ai fait pas mal d'appels avec les impôts français. La réalité, c'est qu'en France, tu payes zéro. Et est-ce que ces revenus espagnols sont mis dans ta feuille d'imposition français et tu peux l'utiliser comme levier? Parce qu'à une époque où il y avait le taux différentiel, je pense que tu l'as connu, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais c'est qu'en gros, ce qui était génial, c'était l'effet boule de neige, cette fameuse snowball en immobilier, c'est que tu pouvais empiler les revenus locatifs versus tes crédits et en fait, tu pouvais pas augmenter, mais de façon significative. Mais du coup, est-ce que ces revenus sont pris en compte dans ton revenu français? Alors, en fait, si tu veux, dans la globalité, ça dépend, sur ce sujet précis, ça dépend beaucoup de ton banquier. D'accord. Moi, typiquement, pour faire des crédits, mon banquier, je lui donne mes revenus espagnols, mes machins, et lui, après, peut-être qu'il les pondère un petit peu différemment, mais voilà. Mais il les prend en compte. Il les prend en compte. D'accord. Après, peut-être qu'un banquier de telle banque qui est hyper averse au risque, il peut dire, moi, les revenus espagnols, je les prends pas en compte. Sauf que, attention, si lui, il les prend pas en compte, globalement, ça fait partie du système ou du cas dans lequel tu te seras fait de toute façon financer aussi en Espagne. Donc, à la limite, il pourra dire, je prends ni les revenus, ni les emprunts qui correspondent à l'Espagne. Mais il va pas te dire, je prends que la dette, mais pas les revenus de ce qui se passe en Espagne. Ça n'aurait aucun sens. Sauf si tu as la malchance d'avoir un banquier très bête. Mais normalement, dans ces cas-là, il faut changer de banque. On est d'accord, ouais. Mais du coup, là, tu as dit beaucoup de choses, beaucoup de choses intéressantes. Mais du coup, est-ce qu'on peut faire des colocs, des immeubles? C'est quoi un peu le ticket d'entrée aussi qu'on peut avoir en Espagne? Alors il y a la semaine dernière, j'ai aidé un client français de 27 ans à acheter un appartement à Gandia de 70 000 euros. D'accord, ah ouais, ticket d'entrée. Donc très bas. Il y a 3 mois, j'ai aidé des amis qui sont français expatriés en Belgique, à Bruxelles, à acheter un appartement à Gandia à 65 000 euros. D'accord. Donc tu peux te permettre d'aller sur du vraiment pas cher. Attention, ce genre d'appart, il va toujours y avoir, quoi qu'il arrive, 20 000 euros de travaux quand même. Ouais, mais bon, ils sont équipés avec ta structure, je veux dire.
La seule chose, c'est que du coup, c'est toujours pareil. Il faut quand même se dire que même sur un appartement à ce prix-là, il faut pas se dire, ah, mais du coup, j'ai pas besoin d'épargne ou j'ai pas besoin des 50 000 euros dont je parlais. C'est faux. Il est faux. Pas tout de suite avoir besoin des 50 000, typiquement parce que le financement des travaux, il est pas aussi, culturellement en France, on l'intègre dans le crédit global immobilier. En Espagne, c'est pas le cas. En général, les travaux se financent par un crédit conso ou un crédit trésor. Du coup, ce que de nombreux clients font, et ce que moi, à titre personnel, je fais aussi, c'est crédit hypothécaire en Espagne, 70% du prix du bien. Et si on a besoin de trésorerie, pourquoi pas crédit trésor ou crédit conso côté français avec une banque française, jusqu'à maximum 50 000 euros en général, la classique, sur 5 à 7 ans. Ça ne marche que si on a une capacité d'emprunt qui permet de le faire. Ouais. Mais si on le fait, on crée un levier des deux côtés et on minimise l'apport. Mais globalement, je préfère toujours dire, moins de 50 000 euros, ne regardez pas l'Espagne. Ça, c'est quand même important. D'accord. Donc, après, sur la typologie, pour revenir à ce que tu disais, il n'y a pas de studio. Ça n'existe pas vraiment en Espagne. D'accord. Alors, je dis ça. On a déjà fait à Madrid, pour un client, un appartement de 11 mètres carrés, qui évidemment n'était pas un 4 pièces, on est d'accord? Ouais. Madrid, ça peut être le cas, on peut se trouver du studio, mais globalement, sur le marché espagnol, c'est pas le cas, parce que les normes urbanistiques prévoient qu'un logement doit faire minimum 40 mètres carrés, donc on n'est pas du tout sur les normes. Ah ouais. Donc une chambre, voire deux, si c'est bien agencé, mais deux, c'est chaud, comme c'est une à deux chambres. Et concrètement, ce qu'on fait la plupart du temps en Espagne, c'est on fait de la colocation, ou alors on fait de l'appartement classique long terme, ou alors on fait directement du touristique, pourquoi pas. Seul bémol sur le touristique. Le touristique en Europe et en Espagne en particulier, c'est le moment où on fait la guerre au touristique. Donc, il y a des villes, pour ça on le dit souvent, attention à Barcelone. Barcelone, on parlait des prix de l'immobilier. Barcelone a pris une mesure qui est, de la folie ou pas, on peut trouver ça très positif, mais de la folie sur le plan économique et stabilité économique de la ville. Ils ont décidé d'annuler toutes les licences touristiques, toutes les licences. Je savais qu'ils étaient sévères sur le sujet, mais je ne savais pas ça. Et voilà. Et donc, à horizon, je crois que c'est fin 2028. Alors, ce que je dis, là, on est en septembre 2024. Ouais. Peut-être que dans un mois, dans 2 mois, ils seront revenus dessus, ça aurait été invalidé par, je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, on en est là. Fin 2028, toutes les licences sont à 0. Il faudra redemander une licence à 0. Ah oui, mais imagine. On reset. Imagine juste l'investisseur qui a acheté un appartement parce que cet appartement avait une licence touristique et qu'on lui dit le lendemain que la licence touristique va disparaître. C'est pas la même valeur économique de l'appartement. Ah ouais. Donc bref, on est dans un moment où moi je pousse vraiment, au vu du contexte, à plutôt acheter un appartement en se disant je vais faire de la location temporaire. Temporaire, c'est pas touristique, c'est totalement différent. En Espagne, il y a 3 modes de location. Touristique, c'est entre 1 et 30 nuits. Donc si tu loues un appartement avec des séjours de 3 nuits, 4 nuits, 5 nuits, ça c'est du touristique. Et pour ça, dès la première nuit, il faut une licence. D'accord. Il n'y a pas de tolérance comme en France de, c'est quoi, 90 jours ou 120 jours? 120 jours. 120 jours. Ça n'existe pas en Espagne. Dès la première nuit, il faut une licence. Point barre. Donc ça, c'est le premier mode. 120 jours sur ta résidence principale, hein? Oui, c'est ça. Mais en France, je dis en France. En Espagne, ça n'existe pas ça. Ok. Donc, en Espagne, 1 à 30 jours égale location touristique. Ça, c'est le premier mode de location qui existe. Deuxième mode, entre 1 mois, 31 nuits, et 11 mois. Entre 1 mois et 11 mois, c'est un contrat dit temporaire. Ah, comme le bail mobilité. Comme le bail de mobilité, exactement. Ouais. Sauf que c'est beaucoup plus populaire en Espagne que ça ne l'est en France. Ouais, c'est dommage. Parce qu'en France, oui, c'est dommage. Je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est quelque chose de plutôt pas mal. Il y a des effets pervers par ailleurs, mais qui a des effets positifs, comme toujours. Exactement. 1 à 11 mois. Avantage, du coup, on garde une flexibilité. Alors certes, qui n'est pas la même que sur celle d'un touristique. Je peux pas dire je vais dans mon appartement juste en juin, quoique. Mais en fait, on peut de facto, j'ai plein de clients qui le font, qui disent, ma cliente de Dubaï par exemple, là on a loué son appartement, de maintenant, de la semaine dernière, jusqu'au 30 juin. Donc on a fait un contrat où on a dit l'appartement est disponible de telle date à telle date. D'accord. Si elle veut venir en juillet-août, parce que Dubaï c'est invivable en juillet-août, elle peut. Si elle veut pas, on pourra retrouver un autre locataire à partir de juillet sans problème. D'accord. Donc tout est possible. Et sinon, le troisième mode de location, c'est la location long terme. Donc là, pour le coup, la même chose qu'en France. Sauf que, évidemment, c'est pas exactement la même chose. C'est un contrat de 5 ans. Un contrat de 5 ans. En France, c'est combien le long terme?
Le long terme, ça dépend, mais c'est 3 ans. En fait, c'est 3 ans, 1 an le meublé et 3 ans le location nue. Voilà. Donc, en Espagne, il n'y a pas de différence entre le meublé et le nu. Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Ouais. Fiscalement, par exemple. 0 différence. 19% que ce soit nu ou meublé. En étant résident fiscal français. Hein. Je parle pas de résident fiscal espagnol, c'est autre chose. Mais donc, du coup, c'est 3 modes. Touristique, 1 à 31 jours. 1 à 11 mois temporaire. Et au-delà de 11 mois, en réalité, du coup, long terme, c'est pas au-delà de 11 mois, c'est contrat long terme classique, 5 ans. Nous, on déconseille de faire du long terme pour une raison qui est très simple. C'est que long terme, on ne peut augmenter les prix des loyers que sur le niveau de l'inflation. Le fameux indice de contrôle des prix, enfin, la même chose en France, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en gros, de 2% par an ou 3% par an. Alors que si on est sur des contrats temporaires de 1 à 11 mois, et que le marché il est haussier, on peut se permettre de réviser les prix, de changer la stratégie, de le mettre en meublé, etc. et d'augmenter de manière beaucoup plus forte ces appartements. Le temporaire, ça correspond pas uniquement à de la colocation, donc du bail chambre par chambre à des étudiants ou à des travailleurs, mais ça correspond aussi à tout simplement de la location de l'appartement en entier, mais sur une durée de 6 mois, 9 mois. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher sur des durées comme ça, en particulier en Espagne, en particulier dans des villes qui s'adaptent à du digital nomade ou tout simplement une ville qui économiquement est dynamique. C'est 1 million d'habitants. Une ville d'1 million d'habitants, il y a tout le temps des gens qui arrivent et il y a un déficit de logement à Valence d'à peu près 50 000 logements pour satisfaire la demande locative. Donc t'imagines bien que ça veut dire quelqu'un qui arrive, qui cherche, il n'a pas vraiment... c'est pas lui. Tu disais tout à l'heure pouvoir de l'acheteur sur le cycle immobilier en ce moment en France. Là-bas, c'est pas le pouvoir, il est pas côté locataire, il est côté propriétaire. Donc, on peut se permettre d'être sur du temporaire et pour autant d'être plein en permanence. Est-ce que vous faites la gestion locative aussi ou pas? On l'a fait aussi sur le long terme, sur le temporaire et donc sur la colocation aussi, chambre par chambre, etc. Ou alors appartement en entier mais temporaire, 1 à 11 mois. Ou alors, mais sur le touristique, on envoie vers des partenaires. Parce que pour la gestion touristique, c'est un autre métier. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Parce que la législation, elle est comment côté locataire? Elle est quand même aussi protectrice qu'en France ou pas? C'est assez ou c'est fluide? Il y a pas de. Tu penses à quoi par exemple? Je sais pas. Là, tu vois, en France, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, pour tous les locataires sont pas, je veux pas les mettre tous à la même enseigne, mais pour les faire partir, à un moment donné, quand t'as des impayés, quand t'as des choses d'un droite à gauche. C'est la croix et la bannière, quoi. C'est en France, on te dit, voilà, t'as déjà la fiscalité. Bon, même si je suis pour la réno énergétique, t'as quand même des normes énergétiques, écologiques, t'as des normes fiscales, des normes environnementales, des normes locataires. Donc c'est, voilà, il faut des acteurs, je pense, comme nous pour dégrossir tout ça et naviguer entre les filets. Mais en Espagne, les locataires sont considérés comment? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont un mois de préavis ou comment on peut les dégager du jour au lendemain ou je sais pas, c'est protégé de quelle manière ou pas, quoi? Alors globalement, en Espagne, c'est à peu près la même chose qu'en France, c'est-à-dire il y a des assurances impayées, des choses comme ça. Il y a la sélection de locataires qui est tout autant importante qu'en France. Et en cas de problème, c'est la même chose qu'en France aussi. Donc il faut gérer le problème d'une manière ou d'une autre. Sauf qu'en Espagne, comme ils sont un peu plus sportifs, ils ont créé pas mal de sociétés. Ils sont là pour résoudre les problèmes avec les locataires quand il y en a. Ah ouais. Ils ont une société qui s'appelle Desocupar ou desocupa.com. C'est enlève les squatteurs. Ouais. C'est des gros bras. C'est des gros bras. Et tu parlais tout à l'heure de youtubeurs sur l'investissement locatif. Ouais. En Espagne, les youtubeurs sur le Desocupar, il y en a pas mal. Et donc globalement, ça fait peur ça fait peur à ceux qui payent pas parce que ça vraiment finalement je vais payer. Non, plus réalistement, parce que évidemment, la réalité par rapport à ça, c'est que pour minimiser les risques d'impayés à tout investisseur qui se pose la question, le meilleur moyen, c'est de faire du temporaire. Parce que je disais tout à l'heure, contrat entre 1 et 11 mois. Parce que là où il y a le plus gros pourcentage, ça concentre à peu près 90% des impayés, c'est sur les contrats long terme. Parce qu'en fait, les impayés, la plupart du temps, ça correspond à quoi? Ça correspond à j'ai une famille, dans la famille, la personne qui ramène le plus d'argent ou alors un des deux qui ramène de l'argent à la maison perd son emploi et soit n'a pas de chômage, soit un chômage trop faible. Et à ce moment-là, ils deviennent de manière complètement subie des mauvais payeurs ou deviennent des squatteurs de facto. Donc ça correspond davantage à un profil famille
qui a un profil étudiant ou digital nomade. Et pour te donner une petite idée, moi, sur mes propres appartements, donc mon premier appartement à Valence, je l'ai acheté en 2018. D'accord? Depuis 2018, on est en 2024, ça fait 6 ans. J'ai eu 0 impayé, 0 mois impayé, 0 rien, en faisant que de la colocation, où je loue soit des étudiants, soit des digital nomades ou des travailleurs, des choses comme ça. Parce qu'il y a de plus en plus de pays aussi, par exemple, je sais pas moi, Suisse, Pays-Bas, ou même Dubaï, comme on disait, où les employeurs tolèrent que 3 ans chaque année ou 3 ans, 3 mois chaque année, 4 mois chaque année, ils puissent être hors du pays. Ouais. Donc c'est trop bien, enfin c'est trop bien. Ça crée des opportunités parce que pourvu d'acheter un appartement et de faire une rénovation et de l'ameublement haut de gamme, ça permet, et je l'ai fait le mois dernier par exemple, de louer à un Suisse qui vient en Espagne pour 1 mois, 2 mois, etc., de lui louer une chambre pour 1 000 € par mois. Parce que le Suisse, ça va pas le choquer du tout. Il veut uniquement être dans un logement top, une coloc pour avoir quand même des gens autour de lui et sociabiliser. Et c'est pas une question de prix. Donc ça crée des opportunités. Il faut savoir arbitrer ces opportunités-là, mais il y a pas mal de choses à faire. Et pour donner une autre idée, en termes de tension locative, etc., là, on a fait un projet à Valence pour une société française de l'immobilier fractionné. Je vais pas les nommer parce que pas validé d'abord avec eux si on pouvait le faire ou pas. Pas de souci. Et l'appartement, en l'occurrence, on avait 5 chambres à louer. On a loué les 5 chambres en moins d'une semaine, en étant à peu près sur un prix par chambre de 500 € chacune, un petit peu moins que 500 € chacune. D'accord. Donc, le prix moyen d'une chambre sur une coloc, ça va être aux alentours de, en fonction de la qualité, mais entre 400 pour une chambre plutôt très moyenne, et en le plus haut de gamme possible, ce sera plutôt 700. C'est sur la colocation classique, étudiant, machin. Entre 400, la plupart du marché, c'est entre 400 et 500, 150. Ouais. On peut se permettre d'aller plus haut si vraiment on a mis de la qualité dans les travaux et l'ameublement. Moi, par exemple, sur mes appartements en Espagne, il y en a où aujourd'hui, je suis à 720 € la chambre. D'accord, ouais. Donc, ça permet d'acheter un prix espagnol, pourvu qu'on fasse des très beaux travaux et de l'ameublement, de faire des prix de location qui sont décorrélés des prix d'achat. Écoute, quand je t'écoute, j'ai envie de quitter le marché français. Mais non, mais c'est fou parce qu'en fait, on est vraiment avec des œillères et il y a vraiment des opportunités, en tout cas à écouter et à saisir. Et je pense que le marché espagnol, tu vois, je le connaissais pas du tout. Et à travers toi, c'est vrai qu'on a un spectre très large parce qu'à mon avis, là, vous allez vite vous développer, je pense, dans d'autres villes. En tout cas, celles qui sont en verte. Question de modèle, Michael, question de modèle. Donc, ça m'intéresse beaucoup de parler avec toi. Il faut que tu viennes à Valence et qu'on fasse tout ça autour de Tinto de Verano. C'est sur quel modèle? Est-ce que je pars sur un modèle franchisé, mandataire, comment, etc. La vraie question, c'est ça, pour faire ça bien, comme il faut. Moi, j'ai des éléments de réponse. Voilà. Mais adapté au marché français, j'ai des éléments de réponse parce que rapidement, je fais une fenêtre. Moi, j'ai fait quoi, 2016, 2017. J'ai fait, je sais pas, une quinzaine de projets à titre personnel. Et j'ai vu l'aventure Mastéos pour laquelle je croyais beaucoup. J'ai vu le modèle de concurrent historique. Et malheureusement, les crises nous montrent un peu les tendances de fond. Parce qu'en fait, quand tu crées des boîtes et quand tu veux durer, en fait, le truc du one shot, le truc de j'existe 2-3 ans, tout le monde sait le faire. Ouais. Honnêtement, toi, moi. Oui, c'est clair. Voilà. Mais par contre, la difficulté, c'est de durer. Donc toi, tu es convaincu du modèle franchisé. C'est le modèle qui te... En tout cas, en France, moi, je suis un fervent défenseur du modèle de la franchise. Il y a des avantages et des inconvénients, mais je suis un fervent défenseur du modèle franchise. J'en ai discuté avec beaucoup de gens parce que nous, sur la partie travaux, parce que nous, on a fait différemment des choses que vous, mais bon, c'est peu ou prou. On a une marque travaux qui est complètement décorrélée de Green Living. Ah oui, okay. Et donc, la question s'est posée et la question est toujours en suspens, hein, mais il y a la manière dont on le fait et la manière dont tu en as parlé, il y a beaucoup d'éléments de réponse. Beaucoup. Bah, je te dis. Ouais. Ça appelle les prochaines discussions one-one, ça. Voilà. On pourra en discuter. Ouais. Mais tu vois, en tout cas, Geoffroy, j'avais prévu 1 heure à discuter avec toi. Je crois que je pourrais continuer. Mais j'aime bien garder un petit peu cette heure de 1 heure, 1 heure et quart. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de discuter? Parce que bon, sur le marché espagnol, il y a des choses que tu voudrais peut-être préciser, une actualité. Alors, tu as dit qu'on va parler de développement.
Si tu as raison, peut-être juste le dernier point. Tu sais, il y a beaucoup d'investisseurs qui se posent la question de investissement locatif ou flipping. Donc, achat-revente. Ouais. Bon, c'est la mode en France, là. Hein, c'est la mode. Ouais. Et en fait, pareil, en Espagne, comme sur les travaux égale j'ai besoin de cash. Donc, en fait, on revient sur la même boucle. Le premium qu'on va donner au fait de effectivement rénover un appartement pour le revendre est largement supérieur en Espagne par rapport en France. Ce qui veut dire qu'on a des opportunités plus grosses sur le flipping. Je te donne un exemple. Tout à l'heure, je te disais que j'ai des amis expatriés à Bruxelles qui ont acheté avec nous un appartement à 65 000 qu'on a fait entre 20 et 25 000 de travaux. Au moment de le mettre en location, j'étais avec eux. En plus, on était à Gandia parce que bon, comme on est en Espagne, à ce moment-là, on allait faire de la planche à voile. Non mais, pas de mytho, on allait faire de la planche à voile à Gandia. Et en fait, ils ont été étonnés parce que au moment où ils sont allés voir une agence immobilière locale, parce que nous, on fait pas la gestion locative à Gandia, parce qu'on allait voir des agences locatives, il y a un des agents qui sont allés voir qui leur a dit, bah alors, moi, je fais pas de gestion locative. Par contre, j'ai une acheteuse qui aimerait acheter exactement ce que vous avez fait. Elle leur a montré la vidéo et les photos, parce que nous, on fait photos et vidéos professionnelles pour tous nos clients. Ok. Elle a dit, j'ai une acheteuse qui a un budget de 130 000 et cherche exactement ça. Ah ouais. L'acheteuse, 130 000, elle a le budget pour acheter parce que elle, en tant que résidente fiscale espagnole, elle aurait alors un levier bancaire entre 80 et 90%. Ah oui. Par contre, elle n'a pas le budget d'acheter un appartement dégueu, de faire les travaux, parce que le travaux, c'est du cash, tu vois. Et donc, du coup, opportunité de flipping, il y en a. Ils ont fini par louer l'appart, ils ont préféré le louer parce qu'ils n'avaient pas besoin de cash à ce moment-là, mais ils auraient pu, juste après l'avoir acheté, rénové avec nous, le revendre directement pour 130 000. Et la fiscalité des plus-values, c'est quoi? À 19, on retombe sur la même. 19 19 au lieu d'en France 37,2. C'est 19, 19 plus 17,2. Ouais, donc 36,2, pardon. Ouais, 36,2, putain, ouais, c'est moitié moins cher. L'argent. Le flip, moitié moins cher. Moitié moins cher, ouais. 50% moins cher sur ça. Donc quoi, en marketing, vous faites pas genre des pubs au rabais, plus-value au rabais, moins 50%, moins 100%, ouais. Quasiment. Moins 100%. Non, mais t'as raison. Pour l'instant, on le fait pas. Là, aujourd'hui, justement, dernier message peut-être par rapport à ça, et comme tu disais, par rapport au timing de ton podcast, c'est vrai qu'en général, les gens n'ont pas envie d'écouter 2 heures. Non, c'est pas ça, c'est juste que j'aime bien garder les gens, l'attention, tu sais, les transports, les voitures. C'est un peu, mais on peut parler, hein, il n'y a pas de problème, hein, mais. Non, mais t'as complètement raison. Sur un dernier message, c'est évidemment nous sur les mois qui viennent, on va avoir besoin de sans frais, de gens qui ont envie de s'expatrier à Valence parce que c'est là où on va concentrer nos recrutements. Alors pourquoi pas aussi sur certaines autres villes, mais pas forcément en CDI. Je pense que CDI ça va être plutôt sur Valence. Quelqu'un qui voudrait être franchisé de ce qu'on fait à Madrid ou à Séville ou à Malaga ou etc. Ça peut nous intéresser aussi. La seule chose, c'est que évidemment dans ce qu'on fait, on préfère recruter des gens qui parlent tout de suite français et espagnol parfaitement, ou en tout cas très bien, et qui déjà, à titre perso, sont investisseurs immobiliers. Parce que moi, accompagner quelqu'un, comme moi, à titre personnel, toi tu disais que tu as fait une quinzaine d'opérations en nom propre une certaine année. Moi, je suis pas aussi gourmand que toi. J'ai 5 appartements à titre perso. C'est des opérations en général autour des 200-250 000. Mais j'aime bien le fait que dans l'équipe, on n'ait que des gens qui eux-mêmes soient aussi investisseurs, parce que ça permet de créer une connivence et une réelle compréhension du client, parce qu'on vit les mêmes choses. Et donc ça, je veux le reproduire. Et donc quelqu'un qui serait investisseur à titre perso, ou en tout cas qui serait très proche de l'être, etc., et qui parle français et espagnol, pour moi, surtout qui me contacte, parce qu'en fait, on a non, mais pas de souci. De toute façon, on mettra tous les liens en description de Terrata. Et moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Alors, vous êtes des concurrents, on va dire, européens, mais moi, j'avais pas de mal à dire que Mastos faisait bien les choses. Après, il y avait des choses qui me déplaisaient, mais franchement, grossièrement, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été bien exécutées. Non, j'aime bien ce que vous faites. Vous avez 2 formules qui sont vraiment bien sur l'accompagnement, même à distance, parce que nous, on le fait aussi l'accompagnement, mais l'accompagnement, il est plus galvaudé en France, YouTube, où il y a un peu ce côté-là, ce qui est dommage, parce que tu vois, nous on a accompagné des gens qui franchement, ils allaient faire des conneries. Donc pour quelques milliers d'euros, ça évite beaucoup de mésaventures. Donc bon, c'est pas notre credo, mais on préfère accompagner en présentiel, nous, sur Montpellier-Nîmes. Juste une autre chose par rapport à ça, parce que toi tu disais Montpellier-Nîmes, et donc côté géographique, je reviens là-dessus. Ouais. Nous, quelqu'un qui nous écoute, et
pour savoir ce qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas du tout parlé, juste un mot là-dessus. Vas-y. Le service, du coup, c'est qu'on est agence immobilière. Donc, on est capable d'aider pour l'achat ou la vente, Ouais. la gestion locative aussi. Mais ces 3 activités-là, pour l'instant, c'est Valence, Gandia, Sagunto, enfin, en gros, la région de Valence. Donc, quelqu'un qui a besoin juste de vendre un appartement, on peut tout à fait aider. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'ensuite, on a cette branche-là qui est quasiment une seconde entreprise au sein de la nôtre, où on fait les travaux, mais aussi un truc dont j'ai pas parlé, c'est la décoration d'intérieur. Ouais. Et en décoration d'intérieur, pareil, on fait des très très belles choses. Donc pareil, on a des clients qui ne viennent nous voir que pour la rénovation, ou alors la rénovation et la décoration d'intérieur. Mais donc pareil, quelqu'un qui a besoin soit de vendre, soit d'acheter, soit de rénover, soit de machin, c'est à la carte. En fait, on n'est pas absolument tout faire avec nous. Si vous avez uniquement besoin de rénover un logement à Barcelone ou à Madrid ou à Séville ou etc., on est tout à fait capable d'accompagner que sur ça. Ça, c'est important parce que si je le dis pas, je vais me faire taper sur les doigts par Antoine. Bon, mais du coup, on l'embrasse, Antoine, parce qu'il était pas là, mais on aurait pu faire le truc à plusieurs, parce que bon, pour l'exercice. C'est bien comme ça, parce qu'en plus, à 17h30, il sera en train de courir à la garderie pour récupérer sa fille. Donc, d'accord. Et ce qui est très important, il a raison. C'est ça. En tout cas, Geoffroy, ça a été un réel plaisir. Moi, la seule chose que je peux te demander, c'est que si tu as des gens à me conseiller qui veulent venir sur le podcast, ou t'en parles à tes collègues autour de toi, qui sont dans le mode de l'IMO, de la réno, de près ou de loin, tu leur en donnes mes contacts ou tu me les envoies. Parce que voilà, moi, là, en ce moment, pour tout te dire, je suis en train de faire le tour d'Europe de ce qui se fait dans l'immobilier. Donc, si tu as des contacts, alors on en a contacté pas mal, donc il y en a qui ont répondu, d'autres sont timorés, d'autres pas du tout. Mais du coup, j'ai envie de comprendre comment fonctionne le marché immobilier européen, parce que comme tu l'as très bien dit, l'Espagne a une verticale qui moi m'a donné un petit peu le goût. C'est vrai que c'est peut-être à la fois positif et négatif cet exercice, mais qui est très agréable. En tout cas, ça a été sympa parce que t'es vraiment une personne joviale. À l'espagnol, c'est vraiment, et puis un aixois. En fait, t'es un sudiste, t'es pas un nordiste, donc. T'es italien, toi, t'es italien, espagnol, français. Mais là, on le voit pas beaucoup, mais les gens, ils me disent, mais Mickaël, tu parles avec les mains. Ben oui, je suis désolé, je parle beaucoup avec les mains, je m'exprime avec les mains. C'est ma personnalité qui est comme ça. Mais bon, en tout cas, merci encore une fois. Et puis, peut-être, bientôt à Valence ou bientôt à Montpellier, en tout cas. Avec grand plaisir, Mickaël, et merci beaucoup de l'invitation. Je suis certain qu'on va se voir à Valence dans pas très longtemps. Écoute, à prévoir. Ciao, ciao. Allez, salut. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clan. Donc je vous dis à très vite. Ciao.